Voyage en cinéma Charles de Brandt. et Geoffroy Scrire. Charles de Brandt, nous allons consacrer l'émission du jour au cinéma de Tarkovsky, puisque vous coordonnez en France les projets de l'Institut Tarkovsky, dirigé par le fils donc de ce cinéaste qui était Andreï Tarkovsky. Nous allons parler de l'un de ces 7 films, le deuxième chronologiquement. Après L'enfance d'Ivan, il a réalisé donc Andreï Roublev. Si l'on peut dire, c'est un film qui dresse un peu une fresque de passage de la vie de ce saint, qui est mondialement connu donc pour les icônes de la Trinité. Et pour initier notre conversation, si vous permettez, Charles de Brandt, j'aimerais commencer par cet extrait de ce livre sur ce film écrit par Robert Bird aux éditions de la Transparence, où il écrit « Andreï Roublev est le film russe par excellence, emblématique de ce que l'on peut trouver de plus fascinant et de plus irritant chez les Russes. Face à ce film, le spectateur accroché à ses préjugés est au comble de l'irritation ou de la fascination. Pendant plus de 3 heures, le personnage principal du film ne fait en effet guère plus qu'observer, et son action la plus spectaculaire consistera à faire vœu de silence pour 16 années. De telles prémices sont bien peu favorables à un film. Son sujet religieux et la manière prétendument traditionnelle de le traiter ont pour effet de nimber Andreï Roublev et son réalisateur Andreï Tarkovsky d'une aura de sainteté ou de piété. Il est perçu par ses admirateurs les plus fervents comme le film des films, le rangeant ainsi dans la même catégorie que le livre des livres, la Bible. Mais un film qui répondrait à de telles attentes pourrait-il être encore qualifié d'œuvre cinématographique? Alors, pour vous, comment ces propos de Robert Bird résonnent-ils en vous qui avez connu Tarkovsky et qui connaissait ce chef-d'œuvre de Andreï Roublev, Charles de Brandt? Est-ce le film des films? C'est un film qui a été tourné donc en 1966, il y a quand même quelques années, que j'ai dû voir pour la dernière fois il y a aussi pas mal d'années. Donc là, vous faites un petit peu, je vais être un peu méchant, mais vous faites un petit peu du réchauffé, là. Ce qui est intéressant, c'est peut-être prendre une perspective un peu plus actuelle sur ce film, et qui sera d'ailleurs à l'ordre du jour bientôt, puisque le fils Tarkovsky est en train de préparer un documentaire sur le tournage de ce film. Donc aller sur les lieux où son père a tourné ce film, en Russie, et rencontrer les personnages, les voisins, etc., du film de son père. Donc c'était compliqué, parce que avec la guerre qui a lieu en ce moment, donc il ne peut pas y aller, c'est trop compliqué, donc il a une équipe sur place qui tourne, et tous les jours, l'équipe lui envoie les images. Ça, c'est l'avantage de l'Internet, donc il peut choisir et commencer doucement son montage. Donc ça, c'est intéressant. C'est une petite grande nouveauté sur ce film. Alors oui, bien sûr, c'est un film monumental, qui reste monumental. Que vous dire? Il y a tant à dire. C'est le chef-d'œuvre. C'est pas le film qui l'a fait connaître, puisqu'il a eu le Lion d'Or à Venise. Oui. Avec son premier film L'enfance d'Ivan, donc c'est déjà une célébrité, et grâce à cette célébrité, il a eu droit à un budget conséquent de la part des autorités soviétiques pour réaliser ce film. Alors oui, je crois qu'il faut néanmoins le replacer dans le fil de son œuvre, hein. Oui. Voilà, parce que personnellement je suis plus impressionné par Stalker, si vous voulez. C'est sur un film qui m'a plus marqué que Roublev. En tout cas, ce fut mon premier film de Tarkovsky. Alors, j'ai plus toujours d'émotion à revoir Stalker que Roublev, personnellement. Ah oui. Voilà. Mais comme disait lui-même Tarkovsky, ces films sont faits pour toutes sortes de sensibilités. Il cherchait à faire vibrer, je dirais, l'âme ou la vie intérieure de chaque spectateur. Donc qu'il soit croyant, athée, de l'Est ou de l'Ouest, homme ou femme, japonais ou argentin, on trouve quelque chose, n'est-ce pas, dans ces films profondément humains. Oui, parce on suit un peu cette triade de moines dès le départ, qui bien sûr évoque la Trinité, mais qui se désagrège par des jalousies, par des incompréhensions. Andreï Roublev se retrouve seul, finalement on lui demande de peindre une église, dans le film finalement on le voit quasiment jamais peindre, il est toujours pris par des sentiments, par des incertitudes, par l'ampleur de la tâche et il s'y refuse, finalement on ne le voit jamais peindre, mais par contre, ce que donne de voir Tarkovsky dans ce film, c'est un homme, Andreï Roublev, qui passe dans sa vie, il lui arrive donc des événements, tous différents les uns des autres, et qui
in fine, l'amène à concevoir les icônes qui nous restent aujourd'hui. Et c'est ça qu'a envie de montrer, il me semble, Tarkovsky, c'est l'image d'un homme qui, déjà, voyage, il marche, on le voit beaucoup marcher, en confrontation avec un pouvoir politique local, parce qu'il assiste à différentes... au sac de la ville, on voit les Tatars qui renversent tout dans l'église, il y a quand même quelques tueries. Lui-même se retrouve à tuer quelqu'un, et par là, ça déclenche chez lui ce vœu de silence, parce que cet acte lui semble impardonnable, et il a cette magnifique conversation avec Théophane le Grec, qui quelque part le réhabilite, ou lui dit « mais toi tu ne t'en remettras jamais, mais par la grâce de Dieu tu pourras avancer ». Quelque part c'est ça, et en fait, je me suis demandé si par ces différentes fresques, les fresques de la vie de Andrei Rublev dépeint dans le film, est-ce que Tarkovsky ne nous dit pas essayez d'affiner votre regard. Est-ce qu'il ne nous apprend pas justement à regarder un film, à discerner les éléments importants? Oui, ça me semble assez évident, parce que il y a tant de détails dans ces films que si on ne les regarde pas soigneusement, on passe à côté. Chaque plan est certes lent, c'est des films qui prennent à rebrousse-poil la vitesse quotidienne, la trépidation quotidienne, il prend à contre-courant ce rythme-là, qui est plein de plaisir, mais plein de soucis aussi, et contre lesquels il se lève, le consumérisme occidental. Alors, oui, regardez, c'est sûr, il vous amène petit à petit par la main à rentrer dans son monde, et s'il a appelé son film d'abord La Passion selon André, c'était un peu un clin d'œil à lui-même. C'est à la fois, bien sûr, la passion d'Andrei Rublev. Enfin, il s'est mis dans la peau du peintre qui s'appelait comme lui André, et il a essayé d'imaginer, puisqu'il y a très peu d'indices sur la vie du peintre. Donc ils étaient assez libres, les deux auteurs. Et donc le scénario écrit par Tarkovsky et par Konchalovsky, ces deux hommes étaient assez libres dans leur choix, tellement libres que Solzhenitsyn a critiqué ce film. Il n'a pas aimé ce film, parce que il ne respectait pas sans doute certains canons de l'approche des icônes, il ne respectait pas certains canons de l'approche de l'histoire russe, il s'est permis quelques libertés, mais avec beaucoup de respect néanmoins pour l'humanité des hommes, et c'est ça qui intéressait Tarkovsky, c'était l'humain au fond de l'homme, et la psychologie de l'artiste. Donc la passion, c'était donc il a traité la vie de Rublev comme le fil d'une passion, une passion quasiment christique, et qui était un peu aussi ce qui animait le cinéaste, une passion profonde en lui. Et c'est pas un hasard si on a une extraordinaire scène de la crucifixion de Jésus-Christ dans ce film, dans la neige. Dans la neige, c'est quand même peut-être le plan, la séquence, c'est très long, le plus extraordinaire, le plus touchant de ce film. Il y en a d'autres, mais enfin ce passage-là a remué l'âme russe jusqu'au fond des tripes. Il ne faut pas oublier que ce film a été fait en 1966, donc avant la perestroïka. C'était à l'occasion, je crois, d'un grand anniversaire du peintre Rublev. On célébrait, je ne sais plus quoi, son 400e, 500e ou 600e anniversaire. Bref, quelque chose comme ça. Et ça correspondait aussi à une époque de renaissance de l'art russe, n'est-ce pas, après la victoire sur les Tatars. Et à tel point cette passion, n'est-ce pas, de souffrance, mais aussi de renouveau, à tel point que sa femme, Larissa Tarkovsky, a dit un jour, c'était notre perestroïka. Donc en 66 déjà, donc 30 ans avant monsieur Gorbatchev et la glasnost et la perestroïka moscovite, eh bien eux déjà travaillaient à une certaine renaissance. C'était ce qui les animait, n'est-ce pas, une sorte de désir de faire renaître la Russie. Et ce désir était, ma foi, assez cru. Il a touché tellement de monde que les autorités soviétiques ont mis le film au placard pendant 5 ans. Elle n'était pas très contente, très heureuse du succès que ce film a remporté en France, notamment. C'est ça. Alors le film a été fini d'être monté, je crois, en 69, 8 ou 9, et donc ils ont pu le montrer à Cannes. C'est ça, en 69 hors compétition. Il a fait un effet bœuf. Mais donc de 66 à 71, il n'a jamais été distribué ailleurs, montré ailleurs. Et après seulement qu'il a été montré à l'étranger surtout. Ce fut le début de la passion, de la souffrance du cinéaste aussi. Parce que dès ce film-là, les autorités se sont méfiées de sa capacité et de son talent. Et puis ont-elles été étonnées quand même que Tarkovsky
dépeigne la vie d'Andrei Rublev, sachant qu'elle pouvait peut-être s'attendre à ce qu'il prête le jeu de sa caméra à une autre figure plus proche de son temps et donc du régime. Mais tout à fait. Ça a dû en surprendre quelques-uns. C'est ça, c'était l'art traditionnel, pré-révolutionnaire, c'était l'approche de la foi orthodoxe, chrétienne, tout ça dans des termes très, très authentiques. Et puis certains le disent même d'ailleurs, je crois que c'est dans cet ouvrage, que le régime avait parfois détourné certaines églises pour les transformer en cinéma, et certains disent, par ce film, Tarkovsky a remis, si je puis dire, l'église au centre du village, enfin il a remis le cinéma au service de l'église quelque part. C'est assez étonnant comme retournement. C'est ça, exactement. Alors, entrons peut-être dans le film, parce que vous parliez de Stalker tout à l'heure, et justement je voulais faire un parallèle. Il me semble, après avoir revu Andrei Rublev, que ce film, quelque part, parlait aussi beaucoup du mensonge. Pourquoi ? Parce que dans Les Trois Moines, il y en a un qui ment à Andrei Rublev, Kirill. Il ne dit pas d'ailleurs que dans la scène où il y a un bouffon qui s'amuse de la haute société, il se fait tabasser ensuite, parce que en fait on comprend après que c'est l'un des Trois Moines, Kirill, qui est allé vendre la mèche de ce qui s'est passé aux autres, et quand Andrei Rublev lui demande où est-ce qu'il était passé, il dit « Oh, j'étais dehors ». Donc il lui dit pas la vérité. La scène fatidique, évidemment, à la fin du film, du fondeur de cloches, le même acteur d'ailleurs qui a joué l'enfance d'Ivan. Et en fait, toute la fabrication de la cloche repose sur un mensonge. Il dit à ceux qui cherchent un fondeur que lui seul connaît le secret de son père, parce que son père est mort, et en fait il l'a jamais su, on en comprend ça à la fin. Ensuite, il y a le pouvoir politique avec le prince, on le voit qui est en rivalité avec son frère jumeau, qui ne lui dit pas la vérité, qui prête serment et en fait rompt le serment. Donc il y a beaucoup de choses liées au mensonge. Je me suis demandé quel était l'attachement de Tarkovsky à la vérité, sachant que dans Stalker, il me semble qu'il revient aussi sur cette vérité avec laquelle il faut être totalement en phase pour accéder à la fameuse chambre secrète. Et on voit qu'il y a une démarche à faire personnelle vers la vérité. Est-ce que lui a suffisamment souffert justement des attaques du régime, des coups bas, de sa rivalité avec Bondarchuk, par exemple, pour vouloir s'attacher à dépeindre la vérité dans ses films? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Si le mensonge est présent, comme vous dites, au cours de ce film de Rublev, et sans doute dans d'autres films aussi, il faudrait voir, c'est aussi pour traiter de la vérité. Oui. Voilà, et c'est sûr, le mensonge et la vérité ont été bafoués, n'est-ce pas, là-bas, en URSS, mais ailleurs aussi. Et donc, c'était une façon pour lui de s'ancrer au plus profond de la vie, de la Renaissance, n'est-ce pas, et de l'espoir, n'est-ce pas, en désignant la vérité comme quelque chose de positif, alors que quand on mélange vérité et mensonge, quelqu'un a dit qu'est-ce que la vérité, non, vérité, mensonge, vérité, quand on baigne dans cette mare-là, évidemment, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup de perspectives. Mais lui, justement, et c'est ça où il est génial, c'est que par rapport aux autres grands cinéastes russes d'aujourd'hui, celui qui a fait Léviathan, dont je me souviens plus du nom, excusez-moi, même Soukourov, que j'aime aussi, mais avec l'Arche russe, c'est magnifique, l'Arche russe, de Soukourov, dans le musée d'Ermitage. Mais dans ces deux-là, vous ne trouverez absolument pas la lueur, n'est-ce pas, ou la lumière dans la boue, dans la souffrance. Ça restera gris, ça restera noir, ça restera. Tandis que chez Tarkovsky, il y a toujours cette lueur. Alors que lui, il arrive, n'est-ce pas, il arrive à tout de même à nous émouvoir et à nous réveiller ou à nous donner un tout petit peu, même beaucoup d'espoir et de vie, au-delà de la douleur, au-delà de l'angoisse, voilà. Ce que eux n'arrivent pas, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup de talent, ils ont de la poésie aussi. Et Konchalovsky aussi. Oui, Konchalovsky aussi. Bon, Konchalovsky, notre père de Manche, il est parti à Hollywood. Mais il est revenu en Russie en partie. Il s'est un peu racheté. Voilà, alors c'est le génie merveilleux et douloureux de Tarkovsky aussi, parce que il a quand même écrit son livre Le Martyrologe. C'est ça, absolument, le Martyrologe, c'est le titre de son journal intime, n'est-ce pas? Alors oui, il a assumé, n'est-ce pas, il a pris sur lui la souffrance du monde, la souffrance de sa société, la souffrance de sa famille, pour en tirer des chefs-d'œuvre. Enfin, c'est douloureux. Alors c'est douloureux, et vous invitiez justement, vous l'avez dit il y a une seconde, il invite à se réveiller. Alors, moi, quand on me dit ça me fait penser justement au tintement des cloches. Et là, pour avoir revu ce film récemment, quelque chose m'a étonné dès le départ. Il n'y a même pas encore d'image. Le film commence en silence et immédiatement par
le tintement lointain d'une cloche, comme annonçant, finalement, la dernière fresque de la fonte de cette fameuse cloche, pendant laquelle Roubloff est en silence. Il a fait vœu de silence après avoir donc tué un homme qui voulait s'en prendre donc à cette jeune femme. Cette jeune femme qui part des années après avec les Tatars qui l'avaient violentée. Il n'a pas su les retenir lui-même. Donc il s'impose un vœu de silence. Il ne dit rien à son frère moine Kirill qui revient lui demander, implorer le pardon. Il ne peut rien lui dire. Il ne reprend la parole qu'au moment où cette fameuse cloche, tendue par énormément de câbles, qui nous relie tous en fait à cette cloche, qu'on a entendue lointainement au début du film, et on l'entend à la fin. C'est un réveil, ça. Il nous dit réveillez-vous en fait quelque part. Ah, tout à fait. Mais ça, disons que ça a sonné le réveil de la Russie, de l'âme russe. Ça, c'est quand les spectateurs russes ont assisté finalement à ce film dans les 70, mais c'était pour eux, ça a fait teinter pour eux des échos anciens. Je veux dire, c'est extraordinaire. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Oui. Ça a été pour ça qu'il y avait un tel succès. Parce que... Et puis c'est une icône, justement. Et justement, l'icône, dans le coin des maisons, le lien avec la transcendance. Oui, c'est presque l'icône nationale, je dirais. Enfin, moi, je suis allé à Moscou, à la galerie Tretyakov, voir cette icône. Quand vous voyez, n'est-ce pas, contrairement à nous, catholiques français, quand on voit les orthodoxes russes s'arrêter devant l'icône, se signer, c'est comme nous devant la présence réelle avec les petites bougies rouges du Saint-Sacrement, quoi. Dans les hôtels. C'est très, très impressionnant. Donc je veux dire par là que c'est vraiment un monument national, enfin cette trinité de Roubloff, alors qu'il ait osé et réussi à faire un film sur ça, non, ça a bouleversé les Russes. Et ça a mis Tarkovsky très, très haut, très différent. Ça a créé beaucoup de jalousie aussi. Pas oublier que Tarkovsky a été ennuyé, persécuté par les autorités, mais aussi a été jalousé et souvent critiqué par ses confrères et consoeurs cinéastes. Vous pensez à Bondarchuk, par exemple ? Je pense à Bondarchuk, évidemment, en premier, parce qu'il était tellement différent et strict. Il était très sévère aussi. Oui. Alors, il faut dire que, son journal... il se permet il se lâche dans ce journal. C'est rude, hein. Voilà, il critique bien les uns les autres, donc ils en prennent pour leur grade. Mais voilà, donc c'était un homme à la fois merveilleusement fraternel et plein d'amour, mais en même temps assez sauvage et assez solitaire, très peu entouré par ses plus proches, entouré par sa famille, ses quelques amis, dont j'ai eu la chance de faire partie. Mais c'était étonnant de voir un homme si célèbre, si seul, quelque part. Si seul, mais pas qu'est-ce que vous voulez, il a choisi la petite voie, la voie étroite. Mais pour cette voie-là, la petite voie, il a choisi tout de même de pouvoir toucher le plus grand nombre en dépeignant aussi l'immensité russe. Ça se voit dès le départ. On a toujours ce lien, mais très intime, plus qu'intime, avec la terre, l'eau, et puis l'immensité. Je reviens à ce livre de Robert Bird. Il écrit à la fin, ça m'avait étonné, il écrit cette phrase: « Les immenses étendues désertes de ce film peuvent rappeler à un spectateur occidental Sergio Leone, je me suis dit, j'ai pas fait le rapprochement, faisant du récit tarkovskien un remake monastique du film de 66, Le Bon, la Brute et le Truand. » Je n'avais jamais pensé à ça. Moi, j'avais pensé, c'est vrai aussi, il était une fois dans l'Ouest en 68. Je ne sais pas si ce sont des films que Tarkovsky a pu voir, mais dès le départ, avec la fameuse fresque où on voit on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça un inventeur, un savant fou dans le film de Roubloff, où il s'élève avec un ballon gonflé d'air chaud au-dessus de l'immensité russe. On a déjà la terre, l'air et le feu qui monte, et l'eau, parce qu'il survole des rivières. Donc on est toujours ancré dans ce que le pays, qu'est la Russie, a de plus cher, cette immensité. Ça revient partout. Hein. Ah oui, c'est sûr. L'immensité, et puis la nature, n'est-ce pas, la nature vivante, c'est pas la nature de décor, c'est vraiment la nature qui vit devant vos yeux, à votre oreille aussi, parce que le son est très important chez Tarkovsky, très important, comme signe aussi de la vie intérieure, n'est-ce pas, le son est invisible, donc le monde intérieur est invisible. Donc, pour traduire l'invisible, le son est très utile. Enfin, il traduit beaucoup de choses, peut-être autant sinon plus que le visuel. Le prologue et l'épilogue, n'est-ce pas, le ballon et la cloche, sont deux séquences qui ont bouleversé beaucoup d'artistes et de gens de toutes origines. Hein. Déjà,
à la fin du prologue du ballon, vous avez ce cheval qui se roule de plaisir, quelque part, un signe de plaisir et de liberté. Hein. Et puis à la fin du film, rappelez-vous aussi... Le plan des chevaux, des 4 chevaux de l'Apocalypse libérés qui sont paisibles. 4 chevaux, c'est ça. Ouais. C'est incroyable. Sur une presqu'île, n'est-ce pas? Une presqu'île, comme ça, sous la pluie. On a un rideau de pluie pour le spectateur et les chevaux paraissent sous une forme de soleil. C'est ça. C'est très étonnant. À la fois paisible, libre. Et donc là, à travers le cheval, l'animal, n'est-ce pas? Vous imaginez beaucoup de choses. Enfin, ça vous fait commenter. Alors, il faut pas me demander qu'est-ce que ça veut dire. Il faut vous dire qu'est-ce que vous éprouvez. Exactement. Soyez attentif à vous-même. Essayez de vous écouter, de vous écouter vous-même. Qu'est-ce qui vient à votre esprit ou à vos lèvres ou quand vous voyez ces chevaux au début et à la fin du film. Oui. Donc ce film demande à avoir une attitude, un cœur ouvert à regarder des choses qui peuvent nous bouleverser, dont on n'a pas l'habitude ou dont on a de moins en moins l'habitude dans le cinéma actuel. Et puis il demande aussi, là, Tarkovsky demande aussi à ses acteurs d'être prêts. Je pense évidemment au premier acteur, à Solonitsyn, qui a vraiment voulu avoir décroché ce rôle, et il l'aura. Et pour se préparer, Robert Bird dit combien d'acteurs pourraient en effet être aussi patients que Solonitsyn, qui s'abstint de parler pendant 1 mois entier avant le tournage de la scène finale, afin de, citation, trouver l'intonation la plus juste pour un homme qui parle après un long silence. Il s'est tu pendant 1 mois. Oui, c'est un détail que j'avais oublié. Oui. C'est quand même assez admirable. Oui. Parce que là, on n'est pas dans... on a récemment eu l'occasion de faire une émission au sujet du Grand Silence de Corbucci avec Trintignant, qui prononce aucun mot durant tout le tournage parce qu'il incarne un cow-boy qui s'est fait couper les cordes vocales. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est quelqu'un qui a fait vœu de silence. Il y a une notion de volonté derrière. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, qu'on s'imagine Solonitsyn se préparant à ne pas parler pendant 1 mois pour pouvoir incarner le personnage, faut... Il demandait à ses acteurs de ne pas jouer. De vivre alors. Voilà, d'être eux-mêmes. Et surtout, il les filmait à sa manière à lui. Il en tirait ce qu'il en voulait. Les acteurs ne comprenaient pas toujours très bien tout ce qu'ils voulaient. Mais alors lui, il prenait leurs expressions, il voulait leur regard, leur profil, leur gestuelle, dans l'esprit qu'il donnait à son film. Alors, oui, donc sans doute, il a fallu préparer l'acteur Solonitsyn, de façon assez particulière pour trouver une intonation que lui voulait, n'est-ce pas? Pour sortir de la période muette et parler. Faut pas oublier que son dernier film aussi, son petit garçon, n'est-ce pas, dans le sacrifice. Qui a été opéré, lui, des cordes vocales, et qui retrouve la parole après la disparition de son père. La première chose qu'il dit, au commencement était le verbe, pourquoi papa? Pourquoi papa? Avec la fameuse histoire d'aller arroser un arbre mort pour qu'il reprenne vie. C'est ça. Ça, c'est le geste. Et cette phrase très énigmatique, n'est-ce pas, qui est tirée directement de l'évangile de Jean, je crois. Au commencement était le verbe. Au commencement était le verbe, le prologue de Saint Jean. C'est ça. Le prologue de Saint Jean, le début de l'évangile de Saint Jean, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous et il n'a pas été accueilli. Au commencement était le verbe. Et le petit garçon, il dit, pourquoi papa? Ce sont les premiers, on peut interpréter ça de pas mal de façons, mais, et je veux dire par là que il n'a pas demandé au petit garçon de se taire pendant 1 mois, mais il a quand même choisi pour lui les paroles, n'est-ce pas, les premières paroles que ce petit garçon sort de sa bouche, un petit garçon qui a apparemment 6 ans, ou quelque chose comme ça. C'est assez étonnant qu'il ait demandé à ce petit garçon de dire cela, et qu'on imagine que ce petit garçon ait dit cela, il a fallu que son père, qu'il entende son père parler d'une certaine manière, et voilà, c'est aussi le message qu'il transmettait à son propre fils, n'est-ce pas, qui était retenu en otage à Moscou. Et donc le film était dit à son fils aussi. Voilà. Donc l'idée de transmission, c'est très, très important aussi de Tarkovsky, la transmission, la confiance, la foi. Enfin, confiance, c'est-à-dire la foi. La foi, la confiance, l'adhésion dans l'avenir, dans la vie plutôt que dans la mort. Et je me demande si cette question pourquoi Tarkovsky ne la pose pas à un moment donné donc du film Andrei Rublev par rapport à l'art contemporain. Quand on voit par dépit ou par rage, Andrei Rublev maculer le mur blanc de sa main, la jeune femme un peu simple arrivant juste après, et qui s'effondre en larmes devant ce mur sali. Je me suis demandé si là, ça n'était pas un message de la part de Tarkovsky par rapport à cette forme d'art qu'il ne pouvait très bien ne pas comprendre, ne plus comprendre, plus savoir où est-ce qu'on allait.
Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Oui, mais c'est certainement, et c'est là que je crois qu'il arrête, n'est-ce pas, de peindre à ce moment-là, parce qu'il faut qu'il réévalue en lui-même les motivations de sa peinture. Il faut qu'il réévalue, et c'est là où Tarkovsky dit que l'artiste authentique et porte en lui les aspirations et les souffrances de sa société, de sa génération. Oui. Donc il a fallu, peut-être que Bloch en avait marre de faire la peinture un petit peu académique. Il voulait, et c'est là justement qu'il arrive à ce chef-d'œuvre de fraternité, qui est sa trinité à lui, qui est incomparable. Il n'y a pas une autre trinité. Il y a d'autres icônes magnifiques, d'autres peintres. Seulement sa trinité dégage une douceur, une fraternité. Elle renoue tous les liens qui ont été rompus pendant tout le film, en se dévoilant à la fin. Voilà. Alors, Tarkovsky imagine cela. Peut-être que ça s'est pas passé comme ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que Bloch a vu les souffrances, la violence autour de lui, la jeune femme, les Tatars, enfin, les jalousies entre moines, tout ça. Eh bien, ayant observé, s'étant retenu de peindre, finalement, voilà, quand il s'y remet, il est enrichi d'expériences et d'observations nouvelles pour arriver à ce chef-d'œuvre de la Trinité. Et pour faire le lien avec ce que vous disiez précédemment, il reprend la parole et ce désir de peindre avec le petit garçon fondeur de cloches dans ses bras, en larmes, dans la boue et en loques, tous les deux tout seuls, au pied, au même endroit quasiment que là où il y eut la crucifixion dans le film quelques scènes avant. C'est admirable. Il retrouve la parole à ce moment-là. Avec quelque part le petit garçon un peu innocent, soumis à une pression monstre, et les chefs s'en étant retirés chez eux. Alors c'est le moment précis qui a tant touché Fanny Ardant, qui dit que voilà, c'est son film préféré, enfin c'est un de ses films préférés, et bien à cause de cette scène-là. C'est une scène très courte, presque la Pietà. Voilà, cet aveu magnifique d'authenticité et qui est bouleversante, n'est-ce pas, où ces petits garçons avouent qu'ils ne savaient rien, mais simplement il a essayé, il a tenté, il a cru, il a eu confiance en lui, il a essayé de faire, il s'est laissé guider par et il a réussi. C'est pas réussi, c'était réussi. Eh bien, presque sous la protection de Saint-Georges, dessiné sur la cloche devant lequel le petit garçon se trouve juste avant. Et c'est là où Bloch retrouve à ce moment-là, admiratif par ce qui vient de se passer, par la foi et l'engagement de ce petit garçon, eh bien lui-même retrouve la force pour se remettre à la peinture, animé d'une autre foi, animé d'une autre conviction, animé par une nécessité absolument humaine et sociale. Et quels sont les projets de l'Institut Tarkovsky aujourd'hui? Donc vous avez dit que vous aviez ce projet de documentaire, de réalisation autour du tournage justement de ce film-là, mais peut-être y a-t-il d'autres actualités? Écoutez, nous sommes un institut au long cours, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'une actualité brûlante, mais nous venons de montrer, au mois de février, je crois, au Balzac, aux Champs-Élysées, le très beau documentaire que le fils Tarkovsky a réalisé sur son père, qui s'appelle Tarkovsky, le cinéma comme prière. Ah oui. Il a fait un film d'1h30. La salle était pleine et il a répondu aux questions en français, très bien d'ailleurs. Et c'est un très beau film. Alors, on a participé, je dirais, à l'organisation, on a aidé le distributeur français à mettre en place la chose, tout ça. Voilà, ça c'est un événement. Mon travail à moi et à mes collègues qui sont un peu disséminés à droite et à gauche, c'est aussi de recevoir des personnes comme vous, n'est-ce pas, des hommes de la radio, des journalistes, des auteurs de thèses. J'attends une jeune italienne qui fait un travail sur le temps scellé. Et comme j'ai la version définitive corrigée à la main par Tarkovsky, donc vous voulez, je crois, le voir. Voilà, vous voyez. Maintenant, c'est quand même André Tarkovsky Jr., je dirais, à Florence, qui a, n'est-ce pas, toutes les archives. Alors lui a donc ce projet de film dont je vous ai parlé. Il a également des projets de livres, en particulier les dialogues de son propre film vont être édités dans un petit ouvrage. Voilà. Et puis nous répondons aux sollicitations des expositions, de photos, etc. Il a pour compagne une violoniste, André Tarkovsky. Alors elle et lui sont invités très souvent à des concerts, ou aussi ils montrent des photos. Donc c'est un tandem qui travaille sur la mémoire. Il y a eu un quatuor, je crois. Il n'y a pas eu un quatuor aussi écrit? Alors il y a le quatuor Tarkovsky, c'est ça, ou le quartet quatuor. Absolument, ça c'est François Couturier qui a créé ce qu'il appelle le quatuor Tarkovsky.
Et bah, oui, alors lui à l'origine, il a été inspiré par, je crois, par Roublov d'ailleurs, pour son travail de pianiste. Voilà. Non, écoutez, nous avons beaucoup de contacts en France et à l'étranger, de personnes qui restent très très marquées par l'œuvre du cinéaste. Eh bien, merci beaucoup, Charles de Brandt. Eh bien, c'était un plaisir de faire revivre l'œuvre de ce grand cinéaste.